Voilà. Donc du coup, on est parti pour voir les oscillateurs sinusoïdaux, donc dans le cours d'électronique. Donc c'est le chapitre 3. Donc d'abord, je vais faire un essentiel du cours rapide en 10 minutes. Et ensuite, on va s'attaquer à un exo que j'ai vu dans un sujet des années passées de DS, qui est pas mal et qui permettra d'appliquer ce qu'on aura vu. Donc les oscillateurs sinusoïdaux, c'est la structure générale, elle est représentée ici. Donc en gros, c'est un dispositif qui possède pas réellement d'entrée. Finalement, la seule entrée qu'il pourrait y avoir, c'est l'alimentation en continu des AOP. Et la sortie, en gros, ça génère un signal sinusoïdal vraiment parfait. Donc vraiment, en gros, c'est comme un générateur de signal sinusoïdal. Et en gros, le principe d'un oscillateur sinusoïdal, c'est que il amplifie. En gros, on alimente en continu juste les composants actifs dans le montage. Et en gros, ça amplifie le bruit électronique, en tout cas une fréquence particulière du bruit électronique qui est contenu dans le montage. Et ça permet, en l'amplifiant suffisamment une seule fréquence bien précise, eh ben, ça permet d'en sortir une sinusoïde à cette fréquence-là. Donc c'est ça le principe de l'oscillateur. Donc il y a une transmittance, donc là c'est fonction de transfert, hein, c'est commande automatique avec la variable P et la variable de Laplace. A et B sont deux fonctions de transfert. Donc A c'est la fonction de transfert, c'est la chaîne directe qui représente la chaîne directe qui est faite à base de composants actifs, donc c'est les AOP ou des transistors. Bon, de toute façon, un AOP c'est un ensemble de transistors, hein, donc dans tous les cas c'est des transistors. Et B, c'est la chaîne de retour qui est un composant souvent passif et qui est souvent un filtre qui permet de réinjecter à l'entrée de l'amplificateur voilà, une fraction de signal de sortie. Donc c'est un peu lui qui joue le rôle de filtre et qui permet de sélectionner un peu en quelque sorte la fréquence qu'on va amplifier. Donc c'est ça le principe d'un oscillateur. Donc c'est un ensemble de souvent d'AOP avec un filtre qui est rétro-bouclé, c'est-à-dire que la sortie est rétro-bouclée sur l'entrée du montage. Et du coup, voilà, on peut faire des calculs de fonction de transfert comme en automatique classique. Voilà. Donc ici, là, par exemple, c'est avec un transistor. Donc là, ils disent à quoi ça sert un oscillateur, hein. Donc c'est quelque chose qui permet de générer une sinusoïde, hein. Donc voilà, c'est pour le signal d'horloge. Enfin, voilà, ça a plein d'applications. Et ici, là, c'est une petite classification qui peut être intéressante, notamment pour les questions de QCM, pour savoir quand on utilise les AOP, transistors ou aussi des portes logiques. Et les composants passifs, si on fait un filtre RC, LC ou C, quartz. Donc si on est dans les basses fréquences, donc inférieur à 1 MHz, on utilise des AOP et un simple filtre RC, et puis ça suffit pour réaliser notre oscillateur. Ensuite, pour des basses et hautes fréquences, donc là c'est plutôt au-dessus, là, donc dans les centaines de mégas, on utiliserait un filtre LC et des transistors. Et pour l'autre fréquence, alors là, toujours des transistors, voire des portes logiques, hein. Donc c'est aussi des portes logiques, de toute façon, c'est aussi un assemblage de transistors. Et on utiliserait un quartz pour garantir que ça marche en très haute fréquence, donc c'est-à-dire de l'ordre du gigahertz. Euh, alors du coup, nous, ce qu'on va voir, donc ici, là, on a comment ça marche. Donc ici, c'est quoi? La forme d'onde signal va être aussi obtenue. Ouais, donc là, c'est si on a un signal d'horloge qui génère un signal créneau, on intègre, ça fait un signal triangulaire comme ça, et on met un filtre, et comme ça lisse, et ça fait une sinusoïde. Mais nous, c'est pas ce qu'on va faire ici. Ici, c'est ce qu'on va faire. Ouais, donc là, c'est important pour caractériser un oscillateur. Pour que ça marche, en gros, si on remarque bien, c'est une sinusoïde parfaite. Et comme en automatique, en fait, on aura une fonction de transfert, la fonction de transfert globale du système. Donc si on revient ici, c'est-à-dire transmittance de boucle, A de P fois B de P, et ben, cette fonction de transfert globale, on va déterminer les pôles de cette fonction de transfert et on va voir qu'est-ce qu'il faut pour que on génère une sinusoïde. Une sinusoïde, c'est quoi? Si on reprend ici le plan complexe, comme en automatique, hein, pour voir la stabilité du système, et ben nous en automatique, on se situe toujours sur la gauche, c'est-à-dire des parties, enfin des pôles à partie réelle négative. Et c'est parce qu'on voulait que le système soit stable, c'est-à-dire qu'il converge plus on avance dans le temps. Donc c'est-à-dire ici, là, on voulait une enveloppe exponentielle décroissante et converger vers une valeur finale fixe. Ça, c'est ce qu'on veut en automatique. Donc on veut que le système soit stable, donc les pôles, la partie réelle des pôles soit négative. Sauf qu'ici, nous, c'est pas exactement ce qu'on veut. Ici, on va plutôt se situer pile sur l'axe imaginaire, c'est-à-dire à la limite de la stabilité. La limite de la stabilité, c'est-à-dire que c'est une sinusoïde parfaite où l'enveloppe, bah, en fait, c'est juste des horizontales, comme ça.
Et grâce à ça, ça permet d'avoir une sinusoïde parfaite et qui évolue toujours de la même manière au cours du temps. Donc, c'est-à-dire qu'on va vraiment situer à la limite de la stabilité, c'est-à-dire qu'on veut que les parties réelles des pôles soient nulles en fait. Et pour que ça marche au début, on va d'abord se mettre un petit peu dans le domaine de l'instabilité, donc avec des parties réelles positives. Comme ça va générer une sinusoïde qui va être croissante en amplitude. Jusqu'à ce qu'on ait l'amplitude désirée, et bah hop, on va bloquer les parties réelles, on va les annuler. Et comme ça, on aura notre sinusoïde qui restera d'amplitude constante au cours du temps. Donc c'est ça le principe de l'oscillateur. Donc en gros, pour les calculs, quand on aura déterminé la fonction de transfert de l'oscillateur, c'est-à-dire chaîne directe fois chaîne de retour, parce que c'est rétro-bouclé de cette manière, hein, donc il n'y a même pas de comparateur ou quoi, donc c'est directement A de P fois B de P. On aura une fonction de transfert d'ordre 1, 2, peu importe. Et ben il suffira de déterminer les, euh, les pôles et puis annuler les parties réelles, et ça permettra de donner des valeurs pour des résistances ou quoi pour dimensionner le montage. Donc ça sera les exercices qu'on aura après. Donc ouais, il faut bien avoir ça en tête, c'est-à-dire qu'au début, voilà, donc là c'est ici je crois qu'il est dit, si on souhaite construire un système stable, il faut bien ce que tous les pôles soient, donc là ce que je viens d'expliquer, tout ça. Donc ouais, les oscillateurs sont des systèmes placés délibérément dans un état d'instabilité, donc au début, instabilité quand même avec une partie réelle positive, donc vraiment instable, et ensuite ce qu'on appelle en pompage ou à la limite de la stabilité quand la partie réelle est nulle. Voilà, donc ici on voit bien, pour l'amorçage, c'est là où on met le système dans l'instabilité ici, et ici là on le place en limite de stabilité, comme ça il va générer une sinusoïde d'amplitude constante comme on voit ici. Donc c'est ce qui est expliqué ici. Donc là par contre là si on met une entrée, donc là c'est vraiment comme en automatique, hein, c'est la formule de Black ça. Donc là il n'y a rien de nouveau, ça c'est si on met une entrée et qu'on fait un comparateur. Ça va être pour des systèmes plus complexes plus tard. C'est si on met un AOP en comparateur à l'entrée et qu'on met une entrée et en fonction de cette entrée-là, on voit comment le système varie. Mais en général, la simple oscillateur, il n'y a pas ce comparateur, il y a juste, c'est juste cette structure qui est ici. Donc là, si on avance, là, ça rentre un peu plus dans le détail, mais de toute façon, on a dit l'essentiel. Voilà, le plus important dans les oscillateurs, après avoir compris ça, qu'au début, il faut être un peu dans l'instabilité pour donner de la pêche à l'oscillateur pour commencer à générer la sinusoïde et ensuite se placer à la limite de la stabilité pour entretenir les oscillations. Et bien justement, là, ici, on va parler des conditions d'oscillation. Il y en a une qui est très importante, qui s'appelle la condition de Barkhausen, qui dit que la transmittance en boucle ouverte, hein, donc c'est-à-dire si on revient ici, A2P fois B2P, tout simplement, c'est le produit des deux transmittances. Et ben, ce qui est écrit ici, P étant égal à J oméga, donc ici on a remplacé P par J oméga dans les variables des fonctions de transfert, ben, il faut que le produit de ces fonctions de transfert de la boucle ouverte soit égal à 1. Donc ça c'est la condition d'oscillation de Barkhausen, et à partir de cette condition unique, hein, il n'y a que celle-là d'oscillation, on peut en déduire deux sous-conditions, qui est la condition sur les modules et la condition sur les arguments. Parce que là on travaille dans le domaine des complexes, donc on peut définir un module et un argument. Et du coup, la condition sur les modules, bah, c'est que le produit des modules doit être égal à 1. Et la condition sur l'argument, c'est que la somme des arguments doit être égale à 0. Parce que là, c'est le produit de tous les fonctions de transfert qui doit être égal à 1. 1, c'est un réel pur qui vaut 1. Donc c'est en module, bah, forcément ça fait 1. Et en argument, l'argument d'un réel positif, bah, ça vaut 0. Donc c'est pour ça que, et puis l'argument d'un produit, c'est la somme des arguments, donc c'est pour ça qu'on retrouve ces conditions-là. Mais il suffit de retenir juste la première, on en déduit très facilement les deux autres. Et ces conditions-là, ça permet d'avoir des équations hein, pour faire des calculs et déterminer des éléments qui seraient inconnus dans le montage. Donc c'est ça l'intérêt qu'on verra en exercice après. Donc là, c'est vraiment ça qui est important d'avoir en tête, la condition d'oscillation de Barkhausen, pour que, en gros, les oscillations soient entretenues en fait. Voilà, règle à la fréquence d'oscillation, le déphasage introduit par la chaîne directe compense le déphasage du quadrupole de réaction. Alors, donc là ça explique comment on démarre l'oscillation. Donc justement, voilà, c'est la condition d'entretien des oscillations, hein, la condition de Barkhausen, c'est-à-dire c'est au long terme, hein, c'est qu'on arrive ici en régime permanent, en gros, hein, ça veut dire qu'on oscille toujours à la même manière, tout comme ça, à une amplitude stable. Et bah du coup, il faut que le produit fonction de transfert soit égal à 1, mais juste avant
d'arriver à ce régime permanent, il faut quand même, on a un régime transitoire ici, il faut quand même arriver à lancer les oscillations. Pour le démarrer, parce qu'au début on démarre de rien, et on amplifie petit à petit le bruit électronique qu'on sélectionne à la fréquence désirée. Et bah pour ce régime transitoire, la condition, bah, c'est que le produit, bah, là, il doit être supérieur à 1, un petit peu supérieur à 1 pour lancer le système, et à partir d'un instant t déterminé, et ben on arrête pour que ça soit pile égal à 1, et comme ça on a l'amplitude désirée pour l'oscillation. Alors, comment avoir à la fois un gain de boucle supérieur à 1 pour le démarrage et égal à 1 pour l'entretien des oscillations? Bah ouais, parce qu'on a un montage, normalement c'est fixe, on peut pas changer comme ça la, comment dire, la valeur du produit fonction de transfert. En général, on utilise un transistor en commutation, je crois, pour sélectionner justement si on passe sur une fonction de transfert qui doit être supérieure à 1 ou une fonction de transfert pile égale à 1. Donc ça, on a vu ça dans un exo, mais on le reverra sûrement là dans un exo qu'on va faire après. Voilà, voilà, stabilisation de l'oscillation. Dans la pratique, on peut compter sur la saturation de l'amplificateur pour écrêter le signal aux fortes amplitudes. Voilà, donc c'est l'amplificateur qui naturellement écrêtera le signal à une certaine amplitude. Ou alors prévoir un circuit, voilà ce que je disais là juste avant, c'est prévoir un circuit de contrôle de gain qui diminue l'amplification aux fortes amplitudes. Donc il y a deux, voilà, il y a deux manières. Donc soit on compte sur la l'AOP, mais du coup c'est dépendant du matériel qu'on achète. Ou alors soit vraiment on sélectionne précisément l'amplitude qu'on veut pour l'oscillation. Et là, il faut un circuit de contrôle. Donc en général, c'est avec un transistor qui fonctionne en régime saturé et qui commute dès qu'on arrive au gain désiré. Et qui commute pour en gros faire en sorte d'avoir le produit de fonction de transfert qui soit égal à 1, donc qu'on soit en régime établi. Et la pureté spectrale du signal obtenu est meilleure dans le deuxième cas, bah oui, parce que là c'est précis, là vraiment c'est avec le transistor qui commute, là on a directement ce qu'on veut, alors que ici sur la saturation de l'amplificateur c'est plus imprécis, et du coup on n'a pas une sinusoïde vraiment pure. Voilà, des éléments non linéaires, voilà, diode, FET, donc transistor à effet de champ, en résistance variable, pour obtenir un contrôle automatique du gain aux amplitudes élevées. Voilà, donc là, c'est une application à la condition de Barkhausen. Donc là, oscillateur sinus d'eau, exercice exemple. Donc là, c'est des exemples d'oscillateurs qu'on avait vus en cours. Et par exemple, là, on utilise le filtre de Wien pour un filtre ici en sortie du montage pour avoir la boucle de retour. Donc ça, c'est voilà, les oscillateurs à pont de Wien. Donc là, on voit comment c'est construit. Donc on a fait tout ça, des petites études sur ces choses-là. Ça, je vais un peu passer parce que nous, on verra un exemple plus concret, plus facile en reprenant un sujet des années passées. Comme ça, c'est vraiment ce qui nous attend au DS et on verra, on verra ce que ça donne. Donc, il y a différents, voilà, étant donné la limitation fréquence des AOP, ouais, c'est pour ça qu'on utilise qu'en basse fréquence les AOP, c'est parce qu'ils ont une limitation que si le produit gain bande, c'est une droite et du coup, on ne peut pas dépasser une certaine fréquence à une amplitude donnée. Du coup, les AOP ils fonctionnent à plutôt basse fréquence. Donc là, c'est différents types d'oscillateurs, Colpitts, Clap, Hartley, Armstrong et tout qu'on avait vu. Donc on les voit après, hein. Donc ici, selon comment on place, donc ici là c'est RLC série, donc c'est voilà, c'est avec circuit de résonance là. Voilà. Ici c'est là c'est pour faire résonner une fréquence particulière et ce circuit-là justement va permettre de sélectionner à la résonance justement la fréquence qu'on veut amplifier. Voilà, c'est cette fréquence F0 qu'on va sélectionner dans le bruit électronique, hein, qui est un bruit blanc, c'est-à-dire qui comporte toutes les fréquences. Parce qu'en gros, ce qui se passe dans un oscillateur, c'est que il y a un bruit électronique, hein, donc si on représente en fréquentiel, donc si on représente ici les fréquences en abscisse, en ordonnée des amplitudes, en fait, il y a un bruit électronique et un bruit blanc qui contient un peu toutes les fréquences, mais à très basse amplitude. Et du coup, ce bruit électronique, on va sélectionner une fréquence à F0 grâce à un filtre souvent résonnant RLC, hein, comme on va le voir, qui sélectionne la fréquence F0, et cette fréquence F0 elle est déterminée par les éléments du montage, hein, donc soit ici L et C, parce que la fréquence de résonance ici elle vaut 1 sur 2 pi racine de LC. Et du coup, en fonction des valeurs de L et C, on sélectionne la fréquence F0, qui sera la fréquence de résonance, et on va amplifier du coup ici, à cette fréquence donnée, le bruit pour avoir une ré, ici seulement. Et du coup, ça, en gros, ça va générer une sinusoïde
comme ça, pur, de fréquence F0. C'est ça l'oscillateur qui fait. C'est qu'il va venir sélectionner dans tout le bruit là ici qui comporte toutes les fréquences, ce qu'on appelle un bruit blanc. Et ben il va venir sélectionner une fréquence précise à amplifier, à faire résonner, et on va en sortir une sinusoïde parfaite. Donc ça c'est le principe de l'oscillateur, il vient sélectionner la fréquence, et grâce à la chaîne d'action, donc la fréquence elle est sélectionnée grâce à la chaîne passive, hein, donc c'est la chaîne qui comporte la chaîne de retour, hein, le filtre. Donc ça c'est sélectionné grâce à la grâce au filtre, hein, souvent grâce à un RLC, hein, souvent un circuit, un filtre résonant, pour venir justement amplifier cette fréquence. En général, hein, c'est ça, c'est un RLC. Et puis l'AOP, enfin la chaîne directe, hein, qui comporte souvent des AOP, et ben, il va venir amplifier cette unique fréquence qui a été sélectionnée par le filtre RLC de manière à en faire sortir une certaine amplitude qu'on veut pour les oscillations. Et du coup, à la fin, on aura cette belle sinusoïde. Et en gros, on aura créé un générateur de sinusoïde, bon, basse fréquence, hein, si on est avec des AOP, parce que on se limite jusqu'au mégahertz. Et du coup, voilà, c'est un peu le principe des générateurs comme ça, pour générer des sinusoïdes. Donc ça c'est pour expliquer vite fait le principe. Donc avec ces filtres là, donc là il remonte les petites relations qu'il y a, hein. Donc ici ce qui est intéressant c'est de revoir le facteur de qualité, hein. Souvent aussi ça peut être intéressant d'avoir en tête la relation. Bon et là si c'est un exemple. Et puis aller là pour aller plus loin, là il présente justement là les principales structures d'oscillateurs Colpitts ici. Ils ont différents principes, hein. Ici clap. Mais c'est pas très important pour le DS, ça c'est vraiment du plus, hein. Il avait expliqué en cours le prof l'intérêt de ces oscillateurs. Il y en a qui sont plus précis, il y en a en gros qui sélectionnent précisément la fréquence, il y en a qui permettent d'amplifier de manière très forte la sinusoïde par une très grande amplitude. Voilà, ça dépend des structures d'oscillateurs, ça. Après là ici voilà, pour réviser, ici il y a un petit QCM, on peut le refaire, hein, comme ça en expliquant les trucs, comment on aura les principales idées du cours en tête. Donc la première question là ici c'est la chaîne directe est toujours construite autour d'un dispositif amplificateur. Alors la chaîne directe c'est A2P, hein. Donc c'est ici, comme je vous ai dit, c'est constitué que de composants actifs, ou pas que, mais en tout cas il y a au moins des composants actifs dans cette chaîne-là, donc un dispositif amplificateur, donc oui là c'est pour amplifier, mais ça peut être aussi des transistors. Donc là, si par amplificateur ils entendent AOP, amplificateur opérationnel, c'est faux parce qu'il peut y avoir aussi que des transistors ou, euh, ou d'autres choses. Mais du coup, c'est vrai ici parce qu'il parle amplificateur au sens transistor, AOP et tout. Donc là, c'est vrai ici. Chaîne directe, toujours construite autour d'un dispositif amplificateur, c'est des composants actifs, ils ont pour but d'amplifier la fréquence sélectionnée, donc ici c'est vrai. La chaîne de retour peut être passive ou active. Alors en général, on utilise une chaîne de retour passive parce que c'est qu'un simple filtre RLC ou LC ou RC, hein. Donc ça, c'est des éléments passifs. Sauf que je crois qu'on avait vu auparavant que il peut quand même avoir un petit élément actif, mais c'est plus rare et puis c'est déconseillé. Donc tel que c'est fait, je pense que voilà, la chaîne de retour est toujours passive. Ouais, ils disent faux du coup. Donc donc ici c'est vrai du coup. Elle peut être que passive, donc c'est faux, elle peut pas être active. La chaîne de retour contient toujours une inductance, bah pas forcément, parce que ça peut être juste un filtre RC. Voilà, peut être constitué des éléments suivants RC, RL, RLC, quartz, résonateur céramique, résonateur en deux phases, donc c'est faux. Elle contient pas forcément une inductance, il peut y en avoir, mais c'est pas obligé. Le système se met à osciller s'il existe une fréquence F0 telle que TJF0 égale 1. Donc voilà, c'est la fréquence de résonance. Donc ouais, hein, ça voilà, pour que l'oscillation démarre, il faut que TJF0 il soit supérieur à 1. Ah là, s'il se met à osciller, ouais, donc là, si c'est au début, ouais, il faut que ça soit strictement supérieur à 1. Donc ici, c'est faux. Et quand le système oscille, se fait une fréquence F0 telle que TJF0 égale 1. Là, c'est vrai. Le deuxième. C'est-à-dire qu'en gros, là, c'est la distinction entre conditions de démarrage et conditions d'entretien des oscillations. La condition de démarrage, il faut que justement la transmittance ici, donc T, ça s'appelle, voilà, c'est ici la transmittance de boucle, hein, donc le produit de la transmission de chaîne directe par la chaîne de retour.
et ben il faut que ça soit supérieur strictement à 1 et pas égal à 1 ici pour démarrer la machine en gros. Parce qu'il faut qu'on soit en régime d'instabilité pour faire croître l'amplitude des oscillations au démarrage. Donc ici, là, c'est faux pour cette ligne-là. Il se met à osciller si la fréquence, si on a TJF0 qui est strictement supérieur à 1. Et pour entretenir les oscillations, donc quand le système oscille, là voilà, c'est vrai, il se fait une fréquence F0 telle que TJF0 égale 1. Donc ici, là, c'est vrai pour la deuxième, mais c'est faux pour la première. C'est ce qui est écrit ici. Alors ensuite, la question suivante, la fréquence d'oscillation F0 ne dépend que de A2P. En général, la fréquence d'oscillation F0, justement, elle dépend surtout de B2P, donc c'est faux. Voilà, la condition d'entretien des oscillations s'écrit voilà, H fois K. Les deux quadripoles A et B interviennent donc par la fréquence d'oscillation. Donc voilà, donc ça ne dépend pas que de A2P, ça dépend même surtout de B2P et un peu de A2P. Vu que c'est le produit des deux, de toute façon, c'est la fonction de transfert global qui impose euh, la fréquence d'oscillation. Ensuite, question suivante, l'amplitude de l'oscillation ne dépend que de A2P. Alors ça, je pense que oui, parce qu'on avait dit que A2P, c'est là, il situe les composants actifs, hein, c'est la chaîne qui permet d'amplifier les oscillations, alors que B2P en général, il sert surtout à sélectionner la fréquence d'oscillation. Donc pour moi, l'amplitude des oscillations ne dépend que de A2P, moi je mettrais vrai. Voilà. Vrai au cours du démarrage, c'est parce que la tension de sortie arrive à la limite de l'écrêtage qu'elle cesse de croître. C'est donc en général l'ampli, voilà, l'AOP de A qui définit l'amplitude de oscillation. Donc voilà, donc c'est ce que je disais. Donc ça dépend, si c'est des AOP, voilà, ça dépend de leur à quel moment ils vont écréter le signal et du coup c'est eux qui vont imposer l'amplitude finale de l'oscillation. Donc ça, pour celle-là, c'est vrai. Ensuite, question suivante, un bon oscillateur est un oscillateur qui oscille haut en fréquence. Alors encore une fois, ça dépend là ici, ça dépend des critères de sélection qu'on veut, hein, et de l'application qu'on va en faire. Mais du coup, on pourrait considérer que oui, ça pourrait être un critère de qualité d'un oscillateur, le fait qu'il puisse osciller haut en fréquence. Donc voilà, la fréquence d'oscillation dépend de l'utilisation, voilà ce que je disais, ça dépend de l'utilisation, il n'a rien à voir avec la qualité de l'oscillateur. Donc ça dépend vraiment voilà, de ce qu'on va en faire, hein. Donc c'est pas. Donc moi je mettrais faux ici, hein. Ça dépend de l'utilisation qu'on va en faire. Donc je pense que c'est pas un élément qui caractérise si un oscillateur est bon ou mauvais. C'est un élément qui permet de choisir pour un oscillateur donné en fonction d'une application donnée. Mais c'est pas un élément qualitatif pour caractériser un oscillateur. Ensuite, question suivante, un bon oscillateur est un oscillateur qui donne un signal très proche de la sinusoïde. Ouais, là ça c'est vraiment là c'est vrai. Parce que là, c'est la qualité de l'oscillateur, c'est la qualité de sélection de la fréquence qu'on amplifie pour avoir une sinusoïde pure, en gros, et se débarrasser de toutes les fréquences adjacentes. Donc là, ça dépend de la qualité de sélection de l'oscillateur, donc oui, là, on peut dire que c'est vrai. C'est important qu'il puisse être très proche de la sinusoïde de manière à vraiment générer une sinusoïde pure et pas avec du bruit, quoi. Donc là, c'est vrai, c'est bien ça. Ensuite, un bon oscillateur est un oscillateur dont la fréquence est très stable dans le temps. Bah oui, là, il faut que le but d'un oscillateur, c'est qu'il génère une sinusoïde de fréquence constante et d'amplitude constante dans le temps. C'est ça le but, hein. Donc là, c'est vrai aussi ça. Ça détermine la qualité de l'oscillateur. Si il est capable de générer toujours la même sinusoïde qui se reproduit exactement de la même manière, même un an plus tard, eh ben, c'est que c'est un bon oscillateur. Donc ça c'est vrai. Il faut une fréquence stable dans le temps parce que le but c'est vraiment d'avoir une sinusoïde constante, à fréquence constante. Et enfin, les oscillateurs actuels sont pratiquement tous construits autour d'un AOP. Ça, c'est faux, parce que aujourd'hui, on utilise surtout, je crois, des quartz et des transistors, des portes logiques plutôt. L'AOP, c'était, je crois, vraiment au tout début, et maintenant, aujourd'hui, on étudie beaucoup les AOP pour les oscillateurs, surtout pédagogiquement, en fait, pour comprendre le principe. Donc pour la dernière, je mettrais faux. Voilà, les AOP sont limités en fréquence et ou chers. On utilise donc encore beaucoup voilà, les transistors peu chers et performants en fréquence élevée. Donc le dernier c'est faux parce qu'on dit voilà, surtout les transistors parce que voilà, ils sont moins chers et ils ont des performances plus élevées quoi, pour des hautes fréquences. Donc voilà, donc ça c'est bien, moi ça fait un petit récapitulatif des petites connaissances à avoir ici. Donc maintenant on va pouvoir faire un petit exo sur l'oscillateur, voir ce que ça donne, comment ça se calcule. Et ici, juste avant ici, là c'est la boucle average de phase. Donc ça c'est un truc qui utilise un oscillateur. En fait, dans sa structure, il y a un oscillateur commandant en tension. Et en gros, le VCO,
C'est un asservissement de phase, voilà, ou de fréquence qui a servi la fréquence d'un oscillateur commandé en tension. Donc voilà, en gros, en entrée, voilà, on entre une tension, une pulsation méga E, une phase phi E. Et à la fin, on en sort un autre signal en tension VS, pulsation méga S et de phase phi S. Donc ça, un VCO, donc c'est voilà, boucle à verrouillage de phase, donc phase lock loop, PLL. Voilà, voilà, c'est l'oscillateur VCO donne une fréquence qui varie en fonction de la tension de commande. Appliquée sur son entrée, il est linéarisé autour de F0. Donc c'est ça le principe, c'est que voilà, on met une tension et de continue en entrée, hein, et la tension continue va permettre de donner la fréquence d'oscillation en sortie. La valeur de la fréquence d'oscillation en sortie, c'est le principe, voilà, du VCO. Et puis ici, c'est le comparateur de phase, il compare la phase des deux signaux. Et en fonction de la comparaison de la phase des deux signaux, ça va modifier la valeur de Vout qui va être filtré. Et puis lui, ça va modifier du coup la valeur de la tension continue en entrée de l'oscillateur commandant tension, hein, donc ici le VCO. Et en gros, du coup, en fonction de la valeur de cette tension continue qui aura varié, il y aura une fréquence du signal de sortie qui sera différente. Et le but, c'est que ça stabilise le signal de sortie avec le temps, hein, en phase, je crois, par rapport au signal d'entrée, pour qu'il soit en phase avec le signal d'entrée. Donc voilà, les comparateurs de phase, hein, donc un comparateur de phase, c'est une comparaison, tout simplement. Ensuite, il y a un multiplier, un filtre passe-bas. Filtre passe-bas pour sélectionner la composante continue du signal, en fait, hein. On va faire un filtre passe-bas qui est très filtrant, de manière à garder que la composante continue du signal pour avoir un V2T qui soit une tension continue, parce que l'oscillateur commandant en tension, il commande en tension continue. C'est d'où le filtre passe-bas, en fait. Et du coup, la tension continue ici, qui va s'appliquer là, va générer une fréquence de sortie du signal qui va être différente. Donc ça c'est utilisé je crois surtout voilà, pour la démodulation de fréquence, le PLL. Voilà, c'est ça. Supposons que le signal d'entrée boucle soit modulé en fréquence, où V2T contient la pulsation. Ouais, du coup c'est pour faire la démodulation de fréquence qu'on utilise la PLL, donc la boucle à verrouillage de phase. Donc ça sera l'objet, je pense on l'étudiera plus en détail sur le prochain cours, où ça sera la modulation et démodulation d'amplitude et en fréquence. Voilà, donc c'est l'engin qui permet de faire de la démodulation, ça. Bon, du coup, on va appliquer les oscillateurs sinusoïdaux sur un petit exemple dans une annale. Donc, je vais ouvrir ici. Donc là, ici, là, c'est propre, c'est l'annale voilà, de jeudi 10 janvier 2019. Hein, donc, il y a quasiment 3 ans, en fait. Hein, ça date, ce truc-là. Et ici, on a dans l'exercice 3, c'est celui qui nous concerne. Hein, donc, vous voyez, il y a un peu de tout ici. La modulation de fréquence. Ici, il y a un petit QCM sur les transistors, surtout. Et il y a un dernier exo qui est sur l'amplificateur de puissance ça. Donc un amplificateur bah voilà, de puissance, hein, donc en amplitude sûrement, avec un transistor ici. Mais nous, c'est l'exercice 3 qui nous intéresse, l'oscillateur à pont RLC. Donc c'est ce petit montage ici. Donc vous voyez, c'est assez simple, hein, on voit les deux éléments. Il y a la chaîne, la chaîne directe avec l'AOP, un bête AOP avec deux résistances ici. Donc ici, ça doit être, vu le truc, ça va être un amplificateur, hein, de gain R2 sur R1 sûrement, mais on va pouvoir calculer sa fonction de transfert. Et ici, donc ça c'est l'élément actif, et ici ça c'est l'élément passif qui est le filtre RLC. Donc vous voyez, filtre résonant. Donc ils disent le montage suivant est utilisé pour réaliser un oscillateur sinusoïdal. L'AOP est supposée idéale en régime dynamique, faible signaux. Et comme on voit aussi, l'AOP est rétro-bouclée sur son entrée inverseuse, donc ça veut dire qu'il fonctionne en régime linéaire. Donc ça veut dire que on a V plus égale V moins, et du coup on va pouvoir faire facilement les calculs pour calculer sa fonction de transfert. Alors, première question, donc écrivez la fonction de transfert B' de P en tension du réseau passif, donc le réseau passif c'est ici, en fonction de R3, R, L et C. Donc voilà, c'est bien ça. On va devoir exprimer la sortie ici en fonction de l'entrée ici. Et on va voir du coup quelle fonction de transfert ça a. On rappelle que l'on pose P égale J oméga. Donc ici on va directement mettre P à la place de J oméga. Donc je vais copier ça sur le truc de tableau, puis on va faire ça tout de suite. Hop, on va prendre tout ça. On va le mettre sur une nouvelle page. On va le mettre là.
Alors du coup, on va faire la première question. On va l'écrire ici. Alors du coup, écrire la fonction transfert B' de P, la tension au réseau passif. Donc ici, on va définir ici une tension qu'on va appeler Vs de T, comme la tension de sortie par rapport à la masse. Et ici, on va définir la tension d'entrée par rapport à la masse. Tac. Ve de T. Comme ça, on va pouvoir écrire explicitement les choses. Donc ici, on voit que Vs de T, il se retrouve aux bornes de C, L et R, parce que RL et C ici sont en parallèle. Et du coup, on va pouvoir faire l'association RL et C en parallèle, et on va pouvoir appliquer le pont diviseur de tension pour Vs de T. Donc on va pouvoir directement ici, en appliquant la formule du pont diviseur de tension, que Vs de T, c'est égal à l'impédance des éléments RL et C en parallèle. Donc on va mettre Z, on va écrire explicitement après ce que c'est R en parallèle avec L, en parallèle avec C. Voilà. Divisé par l'impédance de R en parallèle avec L en parallèle avec C, plus l'impédance de R3, du coup qui est R3 directement. Et c'est une fraction, tout ça, de la tension d'entrée qui est VE de T. Donc voilà, donc ça c'est en appliquant la formule du produiseur de tension. On a cette formule-là. Et du coup, on va expliciter ce que vaut l'impédance des éléments en parallèle RL et C. Donc on va expliciter ça. Donc en gros, ça vaut du coup ici l'impédance comme c'est en parallèle. Et ben c'est en gros ça serait 1 sur l'impédance des éléments RL et C en parallèle comme ça. Ça serait égal à 1 sur R plus 1 sur l'impédance de la bobine, donc c'est JL oméga, plus 1 sur l'impédance de la capacité, donc c'est JC oméga. Et du coup, en gros, ça nous ferait qu'on aurait l'impédance de R en parallèle avec L en parallèle avec C, qui serait égale, du coup, si on fait fois R fois JL oméga, donc on aurait ici donc R, donc J, R, L, oméga. Alors, attendez, je vais plutôt y aller plutôt étape par étape. Donc en gros, on fait fois, on met tout au même dénominateur. Donc on aurait R, donc on aurait donc plutôt 1 sur R plus, donc non pas R, ça serait plutôt J, L, oméga sur R, J, R, L, oméga plus R sur JRL oméga, du coup vu qu'on met au même dénominateur, plus la JC oméga, donc lui ça sera J carré R L C oméga carré sur J R L oméga. Donc en gros on aurait ça, et du coup en gros on ferait fois JRL oméga, donc en haut et en bas. Donc on aurait Z de R en parallèle avec L en parallèle avec C, qui serait égal ici du coup à JRL oméga. Euh, ouais, on va faire ça déjà. Du coup on aurait R plus JL oméga plus J carré R L C. Donc on va remplacer J carré par un moins qu'on enlève. Ah, cette gomme elle bug. Tac. On va remplacer par un moins ici. Donc la pédance équivalente, ça serait celle-ci. Néanmoins, je pense qu'il y a un petit problème de dimension. Je vais vérifier parce que on a RL oméga divisé par ça. Alors je vais vérifier parce que ici, on a bien 1 sur R plus 1 sur JL oméga plus JC oméga. Ça ouais. Parce que c'est 1 sur les impédances à chaque fois. Si on fait l'inverse,
on met un 1 sur, et on met les autres au même dénominateur, donc ça fait JL oméga ici, ouais, sur JRL oméga, ouais, ça c'est bon, plus R sur JRL oméga, et ici ça ferait J carré RLC oméga carré sur JRL oméga. Ouais, non, si ça me paraît bien. Non, il n'y a pas d'erreur dans tout ça. Et du coup, bah, si on réinjecte du coup cette valeur-là dans la formule déterminée précédemment par le pont diviseur de tension, on remplace. Et du coup, ça va nous faire bon, un truc assez infâme, hein. Donc ça va être JRL oméga sur R plus JL oméga moins R LC oméga carré sur, bah pareil là, donc JRL oméga sur R plus JL oméga moins RLC oméga carré. Et là plus R3 fois VE de T. Donc ici il y a une séparation, je vais reprendre le calcul ici, donc ou à la page suivante directement. Ce sera plus simple. Tac, parce que le but c'est de faire apparaître le quotient VS sur VE, qui sera la fonction de transfert du, du filtre ici là. Donc bah, on va tout de suite faire apparaître le quotient, hein. De toute façon c'est direct, on peut écrire tout de suite VS de T sur VE de T, qui est égal du coup à la fonction de transfert. Je sais pas s'il lui donne un nom. Ouais, B' de P, ouais, c'est ça. Voilà, du coup ça. Donc on va l'appeler, ouais, B' de P. On va remplacer tous les J oméga par P du coup. Donc B' de P qui est égal du coup à tout ça. Mais je vais multiplier par R plus JL oméga moins RLC oméga carré en haut et en bas, ce qui me fait qu'il me reste, en remplaçant aussi J oméga par P, il me reste en haut RLP. Donc P étant la variable de la place, hein, qui vaut J oméga. En bas, il me reste, donc non, plus des J, donc ça va être pareil, ça va être RLP, plus R3, donc facteur là d'ici de R, donc R3R, ouais c'est ça, hein, plus du coup R3LP, plus ensuite R3 RLCP carré ici. Et il y a bien un plus parce qu'en fait le moins là je l'ai retransformé en J carré, donc on a bien un plus J oméga carré, J carré fois oméga carré, du coup ça fait bien le P carré ici. Hop, et tout ça c'est fois, non bah non c'est pas fois parce qu'on a déjà mis sous forme de fonction de transfert, donc on a déjà bien ça. Bah là ce qu'il consiste à faire c'est de rassembler les P bah, ensemble, hein, et puis normaliser, c'est on divise par R3R et on aura là une belle fonction de transfert ici. Donc vous voyez ça se fait direct avec la formule du pont diviseur de tension, juste la petite difficulté c'est de calculer l'impédance de R, L et C en parallèle. Mais à part ça, si on applique la formule du pont diviseur de tension, ça va tout de suite très vite. Donc si c'est pont diviseur de tension, j'écris. Voilà. Et du coup ici, bah voilà, ce que je vais faire ici, c'est que je vais diviser par R3R, tout ça. Et en haut, du coup, pareil, je divise par R3R et tout ça dans le but de normaliser, hein, pour avoir un 1. Et puis je vais tout mettre en facteur de P et puis comme ça on aura et ben, on aura une forme canonique, hein, tout simplement, on aura une forme canonique de fonction de transfert du second ordre. Donc ici, on a L sur R3 fois P en numérateur. Et en bas, du coup, il nous reste le 1 plus, parce qu'on est divisé par R3R. Ensuite, ce qui est en facteur de P, ça va être RL divisé par R3R, donc ça veut dire L sur R3, plus L sur R, et ça c'est un facteur de P. Et enfin, ce qui est en P carré, et ben, comme c'est R3R divisé par R3, ben, du coup il reste LCP carré directement. Donc là ici on retrouve
une forme sympathique, fonction de transfert de second ordre pour un circuit qui doit être résonant normalement. Après, ça dépend de la valeur du coefficient d'amortissement. Donc ça, voilà, ça c'est le résultat qu'il fallait trouver pour le premier. Enfin, première question. Donc en posant P égale J oméga, bien sûr, on trouve bien ce que j'ai trouvé ici. En tout cas, c'est ce qui me convainc que c'est plutôt ça la bonne réponse. J'ai normalement pas fait d'erreur de calcul, c'est qu'ici on retrouve que on a bien la pulsation de résonance, enfin la pulsation qui vaut, si ça c'est égal en gros à 1 sur oméga 0 carré, oméga 0 étant la pulsation propre non amortie du système, bah, du coup ça nous donne un oméga 0 qui vaut 1 sur racine carrée de LC. Et ça c'est une forme courante, donc ça me, ça me conforte sur le fait que le résultat que j'ai trouvé doit être normalement correct. Donc on peut passer à la question 2. Alors, du coup, question 2, écrivez le gain de l'amplificateur G en fonction de R1 et R2. Oh bah alors ça c'est une question qui est donnée, c'est gentil, hein, parce que normalement, à première vue, moi je dirais que le gain c'est R2 sur R1, mais on va le recalculer. Parce que, comment je vois ça? Parce que ici, on voit que l'amplificateur, on attaque sur son entrée positive, donc déjà ça va être un amplificateur non inverseur, vu qu'on attaque sur son entrée positive, c'est-à-dire l'entrée non inverseuse. Et du coup, il n'y aura pas de moins, c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que le gain va être positif déjà. Et deuxième chose, ici on voit deux résistances ici en parallèle branchées sur l'entrée inverseuse. Et bah du coup ça me dit qu'il y aura sûrement un rapport R2 sur R1 ou R1 sur R2 en termes de gain du coup. Donc ça c'est déjà une petite analyse qu'on peut faire. Donc déjà ça va être un amplificateur non inverseur ce truc là. Donc écrivez le gain, donc là on va le recalculer juste en faisant voilà sur le point ici là une bête loi des nœuds, hein. Donc ici c'est en V+, hein, enfin en V-, pardon, ici c'est le potentiel V-. Donc ici il y a juste à dire pour la question 2, ça ira beaucoup plus vite. Donc là, on fait juste la remarque que l'amplificateur est en régime linéaire pour justifier ce qu'on va écrire après. En régime linéaire, car boucle de rétroaction négative. Boucle de rétroaction négative, ça veut dire que la sortie de l'AOP, ici, elle est bouclée sur l'entrée inverseuse de ce même AOP. Donc ça veut dire, c'est caractéristique d'un amplificateur qui fonctionne en régime linéaire. Et en régime linéaire, ça veut dire quoi? Ça pose que la tension différentielle à ces bornes, c'est-à-dire V plus moins V moins, est nulle. Donc ça équivaut à dire que V plus égale V moins. V plus égale V moins, donc c'est-à-dire que ici, les deux potentiels là, V plus et V moins, sont identiques. Et nous, on va calculer une loi des nœuds en termes de potentiel, c'est-à-dire en termes de Millman, hein, en V moins. Comme ça, on aura tout de suite la réponse. Donc on a V moins égale donc le V- qui vaut, du coup si on fait une loi des nœuds en termes de potentiel, donc V- ça vaut, donc on passe par R2, quand on passe par R2 ça vaut 0 sur R2 parce que on arrive à la masse, et la masse a la potentiel nulle, et quand on passe par R1 c'est Vs, donc plus Vs divisé par R1. Et le symbole qu'il y a sur R1 c'est dire que c'est un potentiomètre, hein, c'est-à-dire que c'est une résistance variable. Donc R1, il y aura une valeur variable et c'est elle qu'on va sûrement régler en fonction de ce qu'on veut. Divisé par 1 sur R2 plus 1 sur R1. Voilà. Et du coup, nous on veut VS sur VE. La tension d'entrée VE, bah, c'est ce que j'ai appelé ici VS de T, hein, mais pour l'amplificateur, on peut l'appeler VE', hein, ici. Ça pourrait être un VE', pour quand même qu'on comprenne ce qu'on dise. VE' de T. Du coup, c'est l'entrée qu'on attaque sur le plus. Du coup, ça, comme on a dit V plus égale V moins, bah, c'est égal à VE prime. Donc c'est le nouveau VE prime là que j'ai défini ici. Et du coup, ici, ça va être VS prime, hein, ici je vais l'appeler. Et bah du coup, donc VS prime ici. Donc ça, c'est égal à VE prime. Et nous, on va faire apparaître le rapport VS sur VE. Donc ça équivaut à dire que VE prime, et bah, c'est égal à VS
sur R1. Donc je vais plutôt écrire directement. Ça fait VE' facteur de 1 sur R2 plus 1 sur R1 est égal à VS' sur R1. Et du coup, ça équivaut à dire que le rapport VS' sur VE', qui correspond du coup à la fonction de transfert, donc qu'on appelle grand G parce que c'est un gain pur du montage amplificateur ici, et ben c'est égal si on fait le rapport à, donc on place VE comme ça de l'autre côté, on place R1 de l'autre côté, donc ça fait 1, parce que R1 sur R1, plus R1 sur R2. Vous voyez, j'avais juste oublié le 1, mais c'est 1 plus R1 sur R2 du coup. Et ça en encadre, c'est le résultat qu'il fallait trouver. Donc on voit que c'est un amplificateur non inverseur parce que c'est positif, hein. Tout ça, on va amplifier de manière positive le signal, donc on n'induira pas un déphasage de moins 180 degrés. Donc ici, c'est ce qu'on appelle un amplificateur non inverseur. Voilà. Donc voilà, là c'est des questions classiques, hein. On a déterminé fonction de transfert du réseau passif et du réseau actif. Donc ici c'est très simple parce que le réseau actif et le réseau passif c'est à chaque fois constitué d'un seul constituant, hein. Ici c'est juste une simple cellule amplificatrice avec un simple AOP, amplificateur non inverseur en plus, et ici c'est une simple cellule de circuit résonant, donc un filtre RLC. Donc là on a fini la question 2. Donc maintenant on passe à la question 3. En boucle fermée et en régime sinusoïdal, déterminer l'expression de la pulsation oméga oscillation des oscillations du signal de sortie ainsi que la condition sur les résistances. Donc voilà, en régime sinusoïdal, donc là c'est-à-dire qu'on considère que là on va utiliser les conditions d'oscillation de Barkhausen, hein, pour la condition sur la résistance. Donc là, l'expression de la pulsation oméga oscillation des oscillations du signal de sortie. Donc le signal de sortie, c'est VS, hein. Donc on va calculer ça. Donc en gros, là, il suffit juste comme on boucle, hein, du coup, on a VS' là, égale VE. Du coup, on va calculer la fonction de transfert en boucle fermée, en fait, ici, tout simplement. Donc en gros, qui consiste à faire juste le produit des deux fonctions de transfert qu'on a déterminées ici. Donc là, on va faire, on va une nouvelle page, on va faire question 3. Donc là, calcul de la fonction de transfert en boucle fermée. Donc ici, c'est juste le produit des deux fonctions de transfert précédemment calculées. Parce qu'on voit que, tout simplement par le fait que ici on a Vs de t, donc pas prime, hein, Vs de t sur Ve de t, fois ici on va faire fois Vs' de t sur l'entrée qui est Ve' de t. Et ici on peut démontrer facilement la condition d'oscillation des Barkhausen que ça doit faire que ça doit faire 1 en plus, parce que Vs' de t ce n'est rien d'autre que Ve de t, comme c'est rebouclé, et Ve' de t c'est rien d'autre que Vs de t qui est ici, c'est le même potentiel là. Donc du coup, Ve sur Vs, eh ben, ça fait bien 1. Du coup, on retrouve comme ça facilement la démonstration des conditions d'oscillation de Barkhausen. Et du coup là, voilà, on boucle fermée en régime sinusoïdal, hein. Donc ici, on va juste faire le produit des fonctions de transfert. On va l'appeler, donc on va écrire en dessous parce que c'est plus long. T de J oméga, donc on va remplacer les P par J oméga ici. C'est égal à, du coup, à G fois B', en gros. Ça va être B' de J oméga fois G. C'est tout simplement ça. C'est le produit des deux fonctions de transfert qu'on vient de calculer précédemment. Donc ça fait 1 plus R1 sur R2. Donc ça fait 1 plus R1 sur R2, facteur de L sur R3P sur 1 plus L sur R plus L sur R3, je crois que c'est ça ici, facteur de P, ouais c'est ça, plus LCP carré. Voilà.
Donc là, on a la fonction, ça c'est l'écriture de la fonction de transfert en boucle fermée de tout le système. Sauf qu'on a dit qu'on le voulait en j oméga, donc je vais me conformer à ce que j'ai dit, hein. Donc on va remplacer le p par j oméga tout simplement. Tac, tac, tac. Hop, voilà. Donc ici ça va être j oméga. Ici ça va être j oméga. Et ici ça va être du coup moins, parce que j carré en transformant moins, oméga carré. Ici, voilà. Donc voilà ce que ça donne en j oméga. Et en gros, ce qu'on veut, voilà, en boucle fermée ellipsoïdale, détermine l'expression de la pulsation. Donc là, on veut oméga os des oscillations signal de sortie, ainsi que la condition sur les résistances. Bah du coup, là, ça implique qu'on va écrire oméga oscillation, et bah du coup, la condition, c'est que ça doit être égal à 1. Donc oscillation, 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 ça va être égal à 1. Et du coup, si c'est égal à 1, on peut en déduire ce que vaut oméga. Donc on va écrire ce que ça vaut. Donc on fait 1 plus R1 sur R2 facteur de L sur R3 J oméga oscillation, c'est égal à 1 plus L sur R plus L sur R3 facteur de J oméga oscillation. Donc nous ici notre inconnu, hein, c'est oméga oscillation. Moi LC oméga oscillation au carré. Donc on a cette équation là à résoudre. Sauf que je crois qu'on pourrait passer peut-être en module, ça pourrait simplifier sûrement la formule. Dans ce cas-là, après quoi qu'en module ça pourrait être chiant. Parce qu'en fait, ou prendre la partie réelle ou la partie imaginaire peut-être. Non, si on prendrait la partie réelle ou imaginaire, ça fausserait le truc. Que je réfléchisse 2 secondes. Parce qu'après, ouais, il parle de conditions sur la résistance, hein. Si je me souviens bien, si je repense qu'on avait fait l'autre coup, pour calculer oméga, je crois qu'il faut quand même résoudre cette équation. Je vais regarder ce qu'on avait fait. Tac, tac, tac. Alors, on avait fait comment l'autre coup? On avait fait... Pouf, pouf. Je crois ouais, hein, qu'il faut peut-être prendre le module de ça et puis on en déduit oméga oscillation pour l'isoler. Ouais, bon, on va essayer de faire ça, on va voir ce que ça donne, hein, de toute façon. Alors du coup, on va prendre, bah, je pense, le module, hein, de tout ça. Donc alors, si on prend le module de tout ça, donc tac tac, il nous reste, alors ici le module ici, donc là ça va juste faire 1 plus R1, R2, L sur R3 oméga oscillation. Ça c'est gentil. Et c'est ici là c'est un peu plus chiant. À droite ça va faire du coup racine carrée de 1 moins LC oméga oscillation carré au carré plus L sur R plus L sur R3 facteur de oméga oscillation et le tout au carré de ça. Voilà. Donc si on prend le module là, à droite et à gauche, hein, ça donne ça. Alors, là, du coup, ce qu'on peut faire, c'est que le 1 il va nous emmerder ici. On pourrait prendre toute l'expression au carré, comme ça nous enlèverait la racine carrée. Mais le problème c'est qu'on se retrouverait avec du oméga oscillation à la puissance 4, ce qui pourrait être embêtant. Mais on peut se débrouiller parce qu'on aura je pense que des puissances paires d'oméga. Donc ici on va prendre toute l'expression au carré. Donc ici on aura
1 plus R1 sur R2 sur L R3 oméga oscillation. Clément. Ouais, Je pense que tu peux lorsque tu lèves l'expression au carré, tu peux remplacer le oméga oméga au carré par x. ouais, Comme ça, ouais, tu rem- ouais, c'est ce que je Ouais, pour comptais le faire. résoudre après. Ouais, c'est ça, c'est mieux comme ça pour ne pas se tromper avec. Ouais, c'est ça. Du coup, ici, j'élève l'expression à gauche, à droite au carré. Et du coup, le oméga oscillation, on pose ici. Carré. Et oméga carré, x, Voilà, ouais, on tu le poses à pose x. l'oméga oscillation carré, c'est égal à un grand X. Et comme ça, on se ramènera, voilà, une équation Ouais, équation d'ordre. de second degré. Voilà, c'est ça, de second degré. Du coup, bah ici, ça nous fait X Ouais, est égal à la racine carrée, elle saute, hein, vu qu'on a élevé au carré, à ouais. 1 moins LC grand X au carré, plus, ici, ça va être L sur R plus L sur R3. Ça, c'est au carré. Ici, c'est fois grand X. Ouais, x, ouais, c'est ça. Voilà. Et ouais, et là, effectivement, on se ramènera à un ordre 2, enfin un degré 2, et du coup, ça va être facilement, enfin, on pourra résoudre ça facilement. C'est ça, mais c'est un peu chiant car c'est. Ouais, T'as beaucoup de fractions partout. ouais, là, c'est ça, là, ça va être un peu chiant à calculer. Mais bon, ça se fait. Ouais, ouais, c'est ça. Du coup, ici, on va mettre bah, les x du même côté, hein. Du coup, on va mettre ce qui est en facteur de x. Donc, ce qui est en facteur, ce qui est constant dans tout ça, non, il y a tout qui dépend de x, il y a juste un 1 ici. Donc, il y a un parce que, enfin, il y a le moins un qui provient de là si je passe à gauche. Ensuite, ce qui va être en facteur de x, donc de grand X, du coup, ici, c'est le 1 plus, donc ça, c'est, ouais, ça, donc ça va faire 1 plus R1 sur R2 fois L sur R3. Ça, c'est au carré. Donc là, on va mettre entre grands crochets, ce qui va dépendre de x. Il va avoir, comme c'est moins, il va avoir moins 2 LC x. Donc il va y avoir moins, donc plus si on passe de l'autre côté, moins, donc plus 2 LC, ce qui dépend en fonction de x, hein, donc ça c'est bon. Et moins ce truc-là. Donc L sur R plus L sur R3 au carré. Voilà, et tout ça, ça dépend de x. Et on a moins, moins, ouais, donc non, ça fait bien moins. L, C, donc carré de x carré. Et tout ça, c'est égal à 0. Je me suis pas trompé, normalement, c'est ça. Et comme ça, là, on se ramène à un polynôme de second degré dont on doit trouver les racines. Et là, on utilise ce qu'on connaît. Donc, je vérifie juste que j'ai pas fait d'erreur. Tac, je pense que c'est bon normalement. Bon, c'est un petit peu lourd, mais ça se résout, hein, ça on sait faire. Donc ici, on va calculer le discriminant et on va voir les racines du polynôme. Et du coup, on trouvera oméga oscillation. Donc si j'écris discriminant, c'est b carré moins 4ac. Donc b carré ici, c'est euh, c'est tout ce bordel là. Donc tout ça au carré, moins 4ac. Donc on voit tout le reste. Donc on va écrire tout ça. Donc là, je vais faire une copie hein, parce que c'est un peu chiant. Je vais prendre ça et je vais le mettre ici. Donc le discriminant, c'est cette chose-là au carré, moins 4ac, donc 1 et LC carré, donc moins, 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 ça reste un moins, donc moins 4 LC carré. Voilà. Donc ça va faire du discriminant. Après, est-ce qu'il doit sûrement simplifier si on développe tout le bordel qu'il y a là-dedans? Sauf que c'est un peu chiant. Ça va être très fastidieux à calculer, mais ça se fait, hein. Il doit y avoir des simplifications normalement. Oui, je te jure, c'est trop lourd. Mais c'est lourd, c'est hyper lourd à faire quoi. Mais Ouais, ouais. j'en suis sûr que si on développait ce truc-là, il y aurait plein de simplifications, mais bon, flemme, hein. Flemme Ouais, localement. ouais, exactement, c'est ça. Mais je pense que les profs, peut-être, ils ont. Je sais pas s'ils veulent négliger quelque chose devant quelque chose. Peut-être, ouais. C'est Peut-être, peut-être, ouais. il y a peut-être un truc qu'on a loupé, mais de toute façon, ouais, il n'y a pas d'autre manière, hein. De toute façon, je pense de poser Ouais, l'équation pour trouver oméga oscillation. ouais. Du coup, bah là, ce qu'on va faire, c'est que bah, on va laisser le truc comme ça, et puis après, de toute façon, il faut.
Faut, il faut juste après écrire les deux racines et puis prendre celle qui est positive si l'autre est négative, hein, parce qu'une oscillation, enfin, elle est forcément positive, hein, vu que c'est un oméga. Donc ici, on va écrire trois petits points. Et en gros, il faudrait écrire après ensuite que grand X1, ça serait égal à moins B. Ah, donc moi, cette chose-là hein, que j'appellerai donc B. Tac. Ça, c'est, on va appeler ça B. Donc ça serait moins B, moins racine carrée du discriminant sur 2A. A étant ici, ça c'est A. Tac. Voilà, et puis il t'écrit que après x2, la deuxième racine qui vaut moins b plus racine carrée du discriminant sur 2a. Et s'il y en a une des deux qui est négative, on l'élimine d'office, on garde celle qui est positive. Attends, Euh, fais gaffe. A, c'est moins L, c'est carré. ouais, c'est ça. Ouais, ouais, j'ai oublié de prendre le moins ici. Bien vu. C'est plus ou moins plutôt, ouais. Ouais, c'est ça. Tac. Et du coup, il doit y avoir une des deux racines qui doit être négative. Donc, je pense celle qui doit être négative, ça doit être peut-être celle-là, à première vue. Mais bon, enfin bref, il faudra choisir une des deux racines et donc celle qu'on choisira, c'est celle qui sera positive. Et après, il faudra écrire que selon laquelle qu'on a choisi, qu'on aura oméga oscillation qui Mais sera la égale racine, à la racine qui sera choisie à la racine carrée, quoi. ouais. Donc la racine xi hein, avec i qui vaut soit un ou 2 quoi. Avec xi égale, voilà, qui appartient à l'ensemble un ou 2 quoi, tout simplement. En fonction de la racine qui sera choisie. Voilà, c'est juste ça. Et puis du coup, on aura notre oméga oscillation qui vaudra ça. Mais bon, il faudrait faire les calculs, mais après c'est juste du calcul ici, hein. Et c'est fastidieux. Du coup, voilà, donc ça c'est la question 3. Déterminer l'expression de la pulsation oméga oscillation des oscillations oscillales de sortie, ainsi que la condition sur les résistances. Alors la condition sur les résistances, donc dans le montage il y a 4 résistances, il y a R3, R, R2, R1. Pour en tirer une condition sur la résistance, il faut sûrement passer en argument peut-être la chose. Faire ici la condition de Barkhausen sur les arguments. Donc ça, ouais, ici ce que j'ai écrit ici, là, ça c'est la condition d'oscillation de Barkhausen. Pour dire que ce truc-là c'est égal à 1 Barkhausen. Et du coup ici on en a extrait la condition en module. Et bah là je me doute qu'on va utiliser la condition en argument du coup, vu qu'on l'a pas utilisé encore pour avoir sûrement les conditions sur les résistances. Donc ici la deuxième partie, il faudrait écrire que l'argument du coup du produit des fonctions de transfert, donc l'argument de tout ça, hein, donc ça serait argument de t j oméga, ça doit être égal à 0. Parce que l'argument de 1, ça vaut 0, hein. L'argument d'un réel pur positif, ça vaut 0. Du coup, de ça, on va réécrire ce que c'est. C'est l'argument de la fonction de transfert qui est là. Donc je vais pas la recopier, je vais la sélectionner. Hop. Donc c'est l'argument de cette chose-là. Ah ouais, il m'a pas resélectionné. Voilà. L'argument de ça, ça vaut 0. Et du coup, on en déduit que alors l'argument, comment dire, l'argument du quotient, c'est la différence des arguments. Donc ici on aura argument ici on aura l'argument d'un imaginaire pur, hein. Donc de toute façon ça vaudra un imaginaire pur positif, hein. Donc ça vaudra pi sur 2. Donc ça va être l'argument de 1 plus R1 sur R2 facteur de donc l'argument de tout ça, L sur R3 J oméga oscillation moins l'argument de ce qu'il y avait au dénominateur, donc c'est-à-dire l'argument de 1 plus L sur R plus L sur R3 facteur de J oméga oscillation moins LC oméga oscillation carré. Et tout ça, ça va être égal à 0. Donc ici, on voit que l'argument d'un imaginaire pur, parce qu'il y a tout qui est en facteur de J, hein, et puis tout qui est positif, ça vaut pi sur 2.
Et c'est ici, là, il va y avoir discussion, parce que ici, là, c'est ni un réel pur, ni un imaginaire pur, hein, c'est un nombre complexe, donc il faut utiliser, je pense, la formule de la tangente, hein. Donc ici, on aura, donc on passe le pi sur 2 de l'autre côté, donc ici, on revient en positif, donc ici, on aura tangente de b sur a, je crois, donc c'est la partie imaginaire sur la partie réelle. Donc, alors je sais plus si c'est la tangente ou l'arc-tangente, je crois que c'est la tangente, hein. C'est la tangente de b sur a, donc c'est-à-dire L sur R plus L sur R3, oméga oscillation. Donc ça c'est la partie imaginaire, donc le B. Et sur A, donc c'est la partie réelle, donc 1 moins LC. Tangente moins un pour l'argument. Pour la phase. Tangente moins 1? Oui, donc c'est arc. C'est Ouais. arc tangente? Oui, pour calculer la phase, non? Pour calculer la phase, ça serait. Ouais, ça serait une arc tangente, hein. Oui, c'est tangente moins un, ouais. Ouais, c'est arc. Ça, hein. Et il y a un moins 1? Non, en fait, arc tangente, c'est équivalent à tangente moins un. Ah oui, C'est la oui! fonction Oui, réciproque, ouais. Ouais, comme ça, fonction réciproque. Ouais, ouais, ouais. Les maths. Ouais, non, mais c'est exactement ça, ouais. Du coup, parce qu'on veut un angle, de toute façon, un angle, ouais, du coup, c'est arc tangente, hein. Et du coup, ouais, on a arc tangente de ça, du coup, parce que c'est B sur A est égal à pi sur 2. Voilà. Du coup, on se retrouve avec cette égalité-là. Et de cette égalité-là, on pourrait peut-être en tirer, ouais, du coup, on veut R et R3 en gros, hein. Après, pour résoudre ça, il faudrait peut-être, ouais, on aurait trouvé l'expression d'oméga oscillation. Donc ici, peut-être avec l'expression d'oméga oscillation, on aurait pu remplacer le oméga oscillation qu'il y a là et là par son expression, hein, qu'on aurait déterminé précédemment. Et après quelques lignes de calcul, on en déduirait sûrement la valeur de R et la valeur de R3. Mais bon, comme on n'a pas la formule de oméga oscillation, vu que c'était galère à calculer, bon, là on peut pas aller plus loin. Ensuite, la question 4, la résistance grand R. Donc là, moi je vais finir là dans 5 minutes au plus tard, parce qu'après je dois y aller. Donc on va vite finir avec les dernières questions. La résistance grand R représentant les imperfections de l'inductance, donc grand R qui est prépondérant devant R3. Ok. Voilà, représentant, donner le type de comportement du bloc amplificateur. Alors le type de comportement du bloc amplificateur. Le bloc amplificateur, hein, normalement c'est ça. On l'avait dit tout à l'heure, hein, c'est un amplificateur non inverseur. Donc moi je répondrais, hein, le type de comportement du bloc amplificateur. Donc son rôle, c'est d'être un amplificateur non inverseur. Il est situé dans la chaîne d'action directe, hein, cet amplificateur non inverseur. Donc donner le type du comportement. Donc ce comportement, bah, c'est pour amplifier le signal, pour amplifier en tout cas la sinusoïde à la fréquence sélectionnée par le filtre qu'il y a ici. Donc si on répond en une phrase, donc c'est la question 4, hein, si je ne me trompe pas. Donc l'amplificateur joue le rôle, bah, d'amplifier, comme son nom l'indique, hein, d'amplifier euh, le signal sinusoïdal à son entrée, qui a été sélectionné, ce signal, hein, qui a été sélectionné par le filtre RLC enfin, qui le précède, quoi. Voilà. Par le filtre RLC parallèle, hein, parce que là c'est un filtre RLC parallèle un peu plus particulier que ceux dont on a l'habitude en série.
C'est un circuit résonant, je crois, normalement. Du coup, voilà, c'est ça la réponse. Ça donner le type de comportement du bloc amplificateur, hein. Bah, le type de comportement, c'est d'amplifier la fréquence sélectionnée par le filtre RLC pour en sortir une sinusoïde d'une certaine amplitude, hein, tout simplement. Question 5. Donner la valeur de l'inductance L pour obtenir un signal de sortie à la fréquence de 16 kHz. Bon, là, voilà, on nous impose une fréquence de 16 kHz, hein, donc on nous impose le oméga oscillation, hein, parce qu'oméga oscillation égale de pi f oscillation. Donc, du coup, on peut en déduire L, parce que là, ça doit être assez simple. C'est que comme c'est en lien avec le filtre RLC, on avait vu que précédemment, comme on considère R prépondérant devant R3, hein, euh, du coup, on peut considérer qu'on se ramène à un filtre LC, là, RLC comme ça. Et du coup, on peut écrire que ici, euh, alors, on a oméga oscillation qui vaut 1 sur racine carrée de LC. Voilà. Du coup, ce qui équivaut à dire que on a 2 pi f oscillation égale 1 sur racine carrée de LC. On nous dit que f oscillation il vaut 16 kHz. On veut en déduire la valeur de L. C, la valeur de C, ah bah elle est indiquée sur le schéma, 100 nanofarad. Bon bah du coup on en déduit la valeur de l'inductance L. Parce que ça vaut 100 nanofarad. Du coup, on en déduit que la valeur de l'inductance L, si on l'isole, donc ça va être, donc on fait l'inverse, 1 sur 2 pi f oscillation, 1 sur 2 pi f oscillation, on l'élève au carré, du coup on aura C, non, on aura tout qui sera de toute façon de l'autre côté, donc ça va faire 1 sur 2 pi f oscillation, ça c'est au carré, fois C. Voilà. Et du coup, à partir de là, comme on connaît f oscillation et C, et 2pi, bah voilà, c'est une constante, et bah du coup on a déduit la valeur de L. Donc là il suffit de faire l'application numérique et on a une valeur. Donc cette question elle est très simple, hein, c'est juste en écrivant. Il ne faut pas oublier que voilà, la pulsation d'oscillation d'un circuit résonant RLC, bah voilà, c'est oméga oscillation qui est égal à 1 sur racine carrée de LC. Donc ça c'est pour un filtre RLC. Voilà. Donc, il faut juste écrire ça. Donc pour la question 5, c'est facile, hein, c'est direct. Du coup, on nous donne le F qui vaut 16 kHz, la capacité qui vaut 100 nanofarad, on en déduit tout de suite combien, enfin ce que vaut euh, l'inductance grand L. Et enfin la dernière question, 6, évaluer la résistance R3, donc celle-ci, de telle manière que M égale 0,5. Donc M c'est le coefficient d'amortissement, je sais qu'en électronique ils écrivent M, alors qu'en automatique on écrit XI. Donc c'est équivalent du xi comme ça, là, qui vaut m, qui vaut 0,5. Et ben, pour la fonction b' de p, bah là c'est très simple. C'est très simple. Il faut juste reprendre la fonction de transfert b', voilà, qui est ici. On veut connaître R3. Il faut juste faire l'identification avec cette forme canonique. L'identification de fonction avec cette forme canonique là. Tac, question 6. Euh, donc on identifie. Donc ici, LC, donc je vais faire avec une autre couleur. LC, ici qui a là, comme j'ai déjà écrit sous forme canonique, hein, c'est égal à 1 sur oméga oscillation au carré, si je reprends le même terme qu'avant. Du coup, j'en déduis que oméga oscillation, hein, c'est égal à 1 sur racine carrée de LC, hein. Donc là comme là, ça change pas. Et ici, ce terme qui est en facteur du P, si on reprend l'analogie avec l'automatique, hein, pour une fonction de transfert de second ordre, en tout cas la forme canonique d'une fonction de transfert de second ordre, ça c'est égal à 2m, avec m le facteur d'amortissement, sur oméga oscillation. Et du coup, on en déduit ce que vaut m. Du coup, on en déduit que m, c'est égal à oméga oscillation sur 2 fois tout ce qu'il y a là. Donc, c'est-à-dire L sur R3 plus L sur R. Et donc, on nous dit dans l'énoncé que m, il vaut 0,5. Et nous, on veut en déduire du coup la valeur de R3. On nous dit que aussi que on a R qui est beaucoup plus grand, enfin qui est beaucoup plus grand que R3.
Donc si R est beaucoup plus grand que R3, ici on peut négliger le terme là, parce que R de toute façon on la connaît pas. Donc comme R est beaucoup plus grand que R3, et ben ça devient L sur R3 plus L sur R, et ben on peut négliger le L sur R, parce que comme R est très grand, le quotient L sur R va être très très petit devant le quotient L sur R3. Donc en gros, il reste L sur R3 ici. Et du coup, l'expression totale, elle devient M égale oméga oscillation sur 2 fois L sur R3. On connaît M qui vaut 0,5 selon l'énoncé. On connaît oméga oscillation qui vaut 1 sur racine de LC. Et puis on a déterminé L précédemment. Hein, donc on connaît combien vaut oméga oscillation. Donc on connaît, ça c'est connu. Donc il suffirait de faire l'application numérique, hein, de toute façon. Et L, on l'a déterminé juste avant. Donc c'est connu aussi. C'est déterminé à la question 5. Et du coup, on en déduit la valeur de R3. Voilà, on en déduit sa valeur. Et voilà, du coup, les dernières questions, vous voyez, elles sont toutes simples hein, par rapport à la question 3, c'était des difficultés calculatoires. Sinon, vous voyez, à part les difficultés calculatoires, les exercices sur les oscillateurs, c'est assez simple hein, finalement, ça va. C'est juste, les difficultés, elles sont juste d'ordre calculatoire. Et là, on a fini l'exercice sur l'oscillateur à pont RLC. Et voilà, et là, il dit rappel, on peut définir pour une fonction de transfert sous la forme classique. Voilà, là, il nous rappelle justement l'écriture, forme canonique. Hein. Voilà, une fonction de transfert de second ordre, hein, mais nous, on n'en a pas besoin parce qu'on s'en rappelle. Voilà, bah du coup on a fini l'exercice, hein. Du coup je vais vous laisser là, parce que moi là je vais devoir y aller dans 15 minutes là. Donc bah merci à vous d'avoir été là, au moins on a vu tous les oscillateurs sinusoïdaux avec les AOP, avec des filtres RLC, notamment ici, et on aura traité un exercice complet qu'on pourrait avoir le jour du DS. Donc maintenant comme ça on sait à quoi s'attendre pour les oscillateurs. Merci, mec. Voilà, bah écoutez, de rien et merci d'avoir été là. Et puis de toute façon la vidéo là, elle sera diffusée sur YouTube, hein, donc il n'y aura pas de souci pour ceux qui n'étaient pas là. Bon je coupe l'enregistrement ici.